Merci beaucoup. Oui, nous allons, j'espère, rester ensemble 3 semaines de suite, puisque en fait, ce programme prévoit une division, pour ma part, en trois parties. Et ce soir, cette première partie, nous allons la consacrer en suivant tout simplement, j'allais dire classiquement, la chronologie. Nous allons suivre l'ébauche des concepts fondamentaux qui ont permis de comprendre la façon dont notre corps et celui des êtres animés de façon générale étaient construits. Bien sûr, nous allons voir qu'un certain nombre de questions fondamentales se posent à ce sujet. Il nous faut remonter évidemment assez loin. Cette première partie que j'ai intitulée « Découverte du continent corps », en jouant un petit peu sur les mots, vous allez voir pourquoi, va nous montrer de quelle façon l'homme, l'esprit humain, est allé de l'exploration et d'un essai de compréhension de l'univers à la compréhension et à l'essai d'organisation des êtres vivants. Alors, l'anatomie, qu'est-ce que c'est ? Bien, l'anatomie, c'est la connaissance des parties constitutives des corps. Et cette pratique, parce que c'est d'abord une pratique, avant d'être une théorie, nous allons voir, cette pratique, évidemment, est née, certainement dans des temps très éloignés, simplement des sous-produits, j'allais dire, de la chasse que pratiquaient les hommes, du dépeçage du gibier, mais aussi, sans doute assez vite, de rituels au cours desquels les corps des animaux qui étaient sacrifiés étaient dépecés, partagés en portions, chacune ayant sa valeur rituelle particulière. Quand je dis corps des animaux, il faut penser aussi au corps des hommes, puisque il est vraisemblable, jusqu'à une époque d'ailleurs relativement récente dans certaines régions du globe, que l'homme était lui-même utilisé comme corps ritualisé, voire même aussi comme corps à des fins alimentaires. Donc ces corps, ces parties, ces portions, bien méthodiquement inventoriées déjà, étaient exposées en offrande. C'est ainsi qu'on peut trouver, par exemple là, vous voyez ici cette magnifique pièce qui représente un foie, c'est de la période de civilisation étrusque, un modèle de foie avec des parties bien précisées qui représentent qui ont une signification bien sûr rituelle qui d'ailleurs nous échappe complètement, puisque vous savez qu'on ne sait pas grand-chose de la langue de cette civilisation qui a précédé la civilisation romaine. Donc certains organes, le cœur, le foie, on leur manifestement attribué une valeur symbolique particulière, et ceci permettant, par exemple, là dans le cas des aruspices, de prédire l'avenir et bien entendu aussi par assimilation quasi magique, de mettre sur pied des thérapeutiques, des rapprochements par analogie donc pour une thérapeutique. Alors à ce niveau-là, l'anatomie se résume à l'identification d'organes, de portions du corps, et c'est la forme de ces organes et leur position qui sont prises en compte. Mais dès l'Antiquité, la forme, c'est devenu un concept. Ça paraît curieux pour ce qui, a priori, est du plus concret, une forme. C'est devenu un concept dégagé de tout objet concret. Et là, on voit certainement un effet de la géométrie, de la géométrisation de l'espace que l'homme occupe, et en particulier dans l'arpentage des premières civilisations rurales qui cultivent. Civilisation agricole de la Mésopotamie, il est important, et bien sûr de l'Égypte, où il est important de pouvoir mesurer
la Terre, et c'est tout l'essor d'une géométrie qui va définir par conséquent des formes qui sont indépendantes de tout objet concret. Retenez bien cela parce que c'est tout à fait important. Par ailleurs, l'homme a besoin d'organiser le monde extérieur. Il a peur de l'inconnu, il a peur du monde qui l'entoure, il y a des tas de forces qui lui sont défavorables, hostiles. Et pour juguler cette peur, il se fabrique des mythes, parce qu'il faut qu'il rationalise fondamentalement. C'est le propre de l'homme, et une manière de rationaliser, c'est de s'inventer des histoires. Donc les mythes fondateurs de toute civilisation reposent sur ce besoin de donner de l'ordre au monde extérieur pour échapper à la peur, et la culture européenne est foncièrement imprégnée par la pensée grecque. Et deux axes majeurs de la pensée grecque vont, en gros, parce qu'évidemment je ne peux pas entrer dans le détail, il y a bien d'autres tendances, mais deux axes majeurs vont jouer un rôle fondamental au cours des siècles, l'idéalisme platonicien et le finalisme aristotélicien, c'est-à-dire d'Aristote. Alors ces textes grecs fondamentaux de ces deux philosophes essentiels nous procurent évidemment une documentation qui est probablement beaucoup plus ancienne que ces philosophes. En fait, ils rassemblent des pensées, des concepts, des histoires, des mythes qui remontent au monde mésopotamien et indien, des civilisations indiennes encore plus anciennes que celles de la Mésopotamie. Et ces textes nous sont parvenus, quand je dis nous, c'est-à-dire l'Europe occidentale principalement, par l'intermédiaire des savants arabes qui en avaient recueilli des traductions en syriaque ou en arabe, à partir du grec, lorsque les philosophes d'Athènes, au VIe siècle, ont été chassés d'Athènes lorsque l'empire d'Orient est devenu chrétien. Donc, à partir du XIe siècle, nous prenons connaissance de ces textes. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la réflexion sur le fait qu'il y ait des entités qui sont indépendantes du concret, ce sont les formes géométriques, ceci a conduit vers la notion de forme en tant qu'idée. Le contour des objets réels, c'est-à-dire ce qu'on appelle la forme dans le langage commun, selon Platon, ne sont que des ombres projetées sur une caverne, car en fait, il existe un monde des idées qui nous reste à peu près inaccessible. Forme et idées vont, au sens donc de Platon, au sens platonicien, vont imprégner durablement la pensée jusqu'à l'émergence de la science, nous allons voir, et sans doute encore au-delà. Voici par exemple un manuscrit datant donc du Moyen-Âge, du dialogue de Platon intitulé Timée, qui a été traduit en latin à peu près vers le IVe siècle. Et vous voyez que dans ce manuscrit, il y a des illustrations qui sont essentiellement des illustrations géométriques. La géométrie et le nombre jouent un grand rôle dans la pensée de Platon. Aristote, qui intervient quelques dizaines d'années après Platon, va avoir une influence qui s'est prolongée pendant plus de 20 siècles, et on peut dire d'ailleurs presque jusqu'à nos jours. Mais alors avec lui, la forme prend une autre définition. Pour lui, la forme a beaucoup plus d'importance que la matière. Mais non pas, comme chez Platon, parce que c'est simplement un reflet du monde des idées, mais parce que l'essence de la forme réside dans la fonction qu'elle remplit. Et nous allons voir quelques textes, je m'excuse,
Et vous allez voir, je vais vous soumettre quelques textes de temps en temps, parce que je crois qu'il faut avant tout revenir aux sources. Dans les parties, dans le traité qui s'appelle le Parti des animaux, Aristote met l'accent sur le fait que ce qui compte, ce n'est pas la matière constitutive, mais bien dans la forme d'un organe, d'un corps, la fonction que va remplir cet organe ou ce corps. Et il dit, bien, par exemple, ainsi, quand il s'agit d'une maison, c'est d'elle que l'on traite et non de briques, de mortiers et de morceaux de bois. De même, quand il s'agit de la nature, il faut s'occuper de l'assemblage et de la totalité de l'être, et non des éléments qui n'apparaissent jamais séparés de l'être auquel ils appartiennent. Donc, dans cet autre texte, il évoque cette image d'une statue représentant un médecin, en bronze ou en quelque matière que ce soit. Bien entendu, la main de cette statue ne pouvant pas remplir sa fonction, de même qu'une partie de cadavre, même si elle conserve la forme d'une partie véritable du corps, n'a aucune signification, aucune valeur, puisque la fonction ne peut pas être remplie. Alors, l'organisation interne, selon Aristote, du corps est fondée sur le rapport entre les fonctions. Vous allez voir que ces textes qui datent donc du IVe siècle avant Jésus-Christ ont une résonance extraordinairement moderne qui a souvent été ignorée. On a redécouvert, disons, comme vous allez le voir. Et il écrit en effet, les animaux possèdent des caractères communs, tantôt selon l'analogie, tantôt selon le genre, tantôt selon l'espèce. Bon, les mots genre et espèce là sont sans doute pas exactement, n'ont pas le sens moderne, bien sûr. Ainsi donc, pour toutes les fonctions qui sont subordonnées à d'autres, vous voyez, il établit déjà la notion de hiérarchie dans les fonctions. Il est évident que les organes auxquels correspondent ces fonctions sont dans le même rapport que ces fonctions elles-mêmes. De même, si certaines fonctions sont antérieures à d'autres et constituent le cas échéant leur fin, leur but, chacun des organes dont ces fonctions-là relèvent se trouvera dans le même rapport. Et troisièmement, l'existence de certains organes est la conséquence nécessaire de l'existence d'autres organes. Eh bien, nous allons revoir cela un peu plus tard. Alors, au Moyen-Âge, le Moyen-Âge, vous savez, effectivement, du moins dans nos pays, il y a une rupture très importante jusqu'à ce que ces manuscrits de l'Antiquité reviennent par le sud, principalement par le sud de l'Italie, par l'Occitanie, où se sont réfugiés des médecins arabes, juifs, qui vont progressivement transmettre ces connaissances qui avaient été préservées par le monde, avec des hauts et des bas d'ailleurs, de l'islam. Alors au Moyen-Âge éclate la querelle des universaux à Paris et à Oxford, et là encore on voit une résonance tout à fait fondamentale finalement. Ces gens posent des problèmes tout à fait fondamentaux. L'opposition entre les nominalistes et les réalistes. Pour les nominalistes, comme Guillaume d'Occam par exemple, seuls les individus sont réels, les individus et les faits isolés. Et les concepts, ce qu'on utilise, c'est-à-dire les abstractions que l'on fabrique, ne sont que des signes commodes du raisonnement. Mais ils n'ont pas de réalité. Non, attendez, je fais une erreur. Ils n'ont pas de réalité par eux-mêmes. Au contraire, les réalistes, le chef d'école, c'est Abélard, le fameux Abélard, d'Héloïse et Abélard, eh bien pour eux, les concepts, les abstractions auxquelles on parvient après avoir regardé le monde extérieur sont réelles. Et ils nous permettent vraiment d'atteindre l'essence des choses. C'est ce qu'on appelle le courant réaliste. Donc, vous voyez, opposition très importante qui se double bien sûr d'une discussion à résonance théologique. Et on en reste là.
la médecine ne fait que transmettre et répéter ce qu'on peut trouver dans Galien, c'est-à-dire pratiquement la fin de l'Antiquité. Et comme vous le voyez, sur cette représentation qui est pourtant déjà du XVe siècle, l'anatomie elle-même, quand elle est figurée de façon tout à fait fantaisiste, puisque là, à la suite de la Grande Peste, on voit se multiplier sur les murs sous forme de fresques ou bien de statues, bien sûr, des danses macabres. Eh bien, ces pauvres squelettes sont représentés à moitié en face par vue dorsale et par vue antérieure. Ce qui veut dire que, bien entendu, le peintre n'a même pas vu par lui-même un squelette. Et puis, brusquement, au XVe siècle, il y a une précipitation d'événements extrêmement importants que j'énumère ici, sans ordre bien sûr. L'invention de l'imprimerie en 1455, qui va permettre une diffusion considérable de l'information, sous toute information imprimée, gravée, donc des illustrations. La création de la Bourse d'Anvers en 1460, qui signe la mise sur pied des échanges commerciaux relativement maîtrisés, contrôlés. La découverte de la route du Cap de Bonne-Espérance qui va ouvrir, bien entendu, le commerce à des régions beaucoup plus lointaines en permettant de contourner l'Afrique par le sud. Et puis, en 1492, la découverte de ce qu'on a appelé le Nouveau Monde. Et cela est suivi par une explosion aussi d'écoles de médecine, comme je vous le disais, dans le sud de l'Italie et dans certaines régions d'Occitanie, en particulier à Montpellier, où on va pratiquer des dissections de corps humains. La dissection était pratiquée par les Arabes, et c'est pourquoi d'ailleurs là ils étaient relativement, pendant le Moyen-Âge, en avance du point de vue de la médecine, mais étaient interdites dans les pays chrétiens. Et ces dissections, qui vont devenir quasiment à la mode d'ailleurs, l'anatomie va devenir un phénomène de mode, vont permettre une exploration du corps des animaux et de l'être humain. Vous voyez ici dans les carnets de Léonard de Vinci, environ 1490, ces carnets, vous savez, n'ont été découverts qu'au XIXe siècle. Donc c'était totalement inconnu à son époque, c'était des carnets tout à fait personnels. Ils représentent une dissection des muscles de la hanche de l'homme et une dissection à côté des muscles de la hanche du cheval. Et puis, alors, le grand phénomène le premier traité illustré d'anatomie avec une grande précision, c'est le De Humani Corporis Fabrica d'André Fessal, un flamand qui va, comme beaucoup d'ailleurs de flamands à cette époque, il va faire ses études et son expérience en Italie du Sud, et qui revient avec cet ouvrage extraordinaire où il y a donc une anatomie illustrée. Là, vous voyez dans ce frontispice du chapitre, d'un chapitre, un crâne humain et un crâne de chien. Mais pendant la même époque, n'oublions pas, j'en reviens au titre que je voulais donner à cette conférence, on figure aussi le globe terrestre. En parallèle, l'illustration du résultat de ces navigations sous forme de cartes cartographiant les côtes, comme ici la côte de l'Amérique du Sud. Vous voyez ici l'Afrique, et là, bien entendu, l'Europe. En 1505, c'est-à-dire relativement peu d'années après les voyages de Colomb, il y a déjà des cartes relativement détaillées qui figurent, parce que c'est une nécessité, cette découverte des continents en parallèle donc à la découverte de ce continent que va constituer le corps humain. De même, donc, la topographie des corps est explorée, et vous avez dans cet ouvrage souvent représenté de 1555 de Pierre Belon,
l'histoire de la nature des oiseaux, avec leur description et naïf portrait, c'est-à-dire c'est des portraits pris dans la nature. Hein. Vous avez cette fameuse planche d'introduction, Anatomie des ossements des oiseaux, conférée avec celle des animaux terrestres et de l'homme. Et l'homme est représenté ici. Là, cette fois-ci, vous voyez que Belon tient compte donc d'une anatomie relativement bien maîtrisée. Et il va placer un squelette d'oiseau dans la même position que le squelette de l'homme. Pour quelles raisons? Eh bien, vous voyez, pour les raisons de topographie, il va identifier par des relations géométriques, par des positions géométriques identiques, il va essayer d'identifier les différentes parties du squelette d'un oiseau qui, évidemment, n'a jamais cette position-là, est dans une position qui permet justement assez difficilement la comparaison. Là, il le met dans la même position et il va essayer d'identifier, bien sûr, avec quelques petites erreurs, mais enfin, c'est un premier essai pour dégager, par la comparaison, une forme d'identité dans la position des parties. N'oublions pas que la médecine est toujours là derrière quand il s'agit d'anatomie, bien entendu, et que l'utilité thérapeutique constitue souvent le principal motif d'intérêt pour les formes animales. Par exemple, les serpents, et en particulier la vipère, faisaient partie, de façon traditionnelle, des productions thérapeutiques. La pharmacologie, si vous voulez, de l'époque. Et par conséquent, l'intérêt vis-à-vis d'un certain nombre d'animaux est toujours en arrière-plan le but thérapeutique. Mais les pays européens vont être littéralement submergés en raison de l'accélération de ces voyages lointains, de ces échanges avec d'autres continents, submergés par des formes animales et végétales jusqu'alors inconnues. Et commence la mode des cabinets de curiosité. Vous voyez cette figure, je ne sais si elle correspond vraiment à une réalité. Il n'existe plus, malheureusement, plus beaucoup de cabinets de curiosité authentiques de cette époque. Mais en tout cas, vous voyez là une profusion de formes animales soigneusement rangées dans cet espace qui lui est réservé, et qui, cette profusion, va poser, bien entendu, des problèmes, pas seulement de rangement, mais de classement. Voilà ici, dans un des rares lieux où il y a encore un cabinet de curiosité de l'époque, dans la forteresse de Forstenstein en Autriche, un crocodile qui est suspendu là, au plafond. D'ailleurs, habituellement, les animaux, les crocodiles étaient suspendus dans l'autre sens, de façon à montrer sa face dorsale vers le visiteur. Peut-être ça a été modifié, mais en tout cas, dans cette forteresse, il y a une pièce qui est encore un cabinet de curiosité tel qu'il était au XVe siècle. En 1671, et ceci nous intéresse directement, il y a création de l'Académie des sciences. Louis XIV, sous l'impulsion de Colbert, Louis XIV, que vous pouvez voir ici, Colbert ici, crée l'Académie des sciences et le Jardin des plantes médicinales, qui a été créé par son père, Louis XIII, qui est à vocation médicale, bien sûr, héberge tout à fait naturellement ce qu'on va appeler l'école des anatomistes parisiens, dont le chef de file est Perrault, qui est ici. Perrault, qui est à la fois architecte, le frère de celui qui a fait les contes de Perrault, qui a écrit les contes de Perrault, à la fois architecte, puisque c'est vraisemblablement lui qui a eu l'idée de la colonnade du Louvre, sinon
Il s'est toujours vanté de l'avoir entièrement conçu, mais enfin, en tout cas, c'est un architecte, mais c'est aussi un anatomiste. Claude Perrault, donc, médecin, architecte, est l'animateur de cette école d'anatomie parisienne. Voici un de ses ouvrages, des grands formats, description anatomique d'un certain nombre d'animaux. Tout ce qui leur passait sous la main était disséqué soigneusement, et c'est donc une suite de monographies. Là, vous avez ce qui concerne le caméléon, avec le détail de son poumon, une certaine exactitude dans la construction de la pince des caméléons, etc. Donc c'est un inventaire considérable qui va révéler la diversité des anatomies. À la même époque, un peu avant d'ailleurs, la Royal Society est fondée en 1666 sur des bases tout à fait différentes. Là, c'est une petite parenthèse que j'ouvre, mais qui est importante. En France, c'est le roi qui va créer une institution et qui va d'ailleurs nommer des gens qui vont faire partie de cette institution. En Angleterre, c'est tout à fait différent. Ce sont des médecins, des chirurgiens qui se réunissent, qui fondent une société et qui demandent au roi d'avoir le label, en quelque sorte, royal. La démarche est complètement différente. Et ça restera d'ailleurs toujours ces deux traits culturels qui opposent le monde, disons, continental au monde anglo-saxon. Edward Harrison, donc, va disséquer lui aussi, c'est le chef disons, des anatomistes londoniens, il va disséquer tout ce qui lui tombe sous la main, et en particulier, il a la chance de pouvoir disséquer un jeune chimpanzé qui était rapporté par un bateau. Et voilà, il va figurer le squelette de ce chimpanzé dans une posture humaine. Il va disséquer aussi un crotal rapporté d'Amérique, un serpent à sonnette. Ce sera la première dissection vraiment détaillée d'un serpent. Et quand on dit dissection, c'est tous les organes sont présentés, la musculature et les viscères. Alors, replaçons un petit peu toutes ces activités dans un cadre plus théorique, plus général, plus philosophique. Il faut rappeler qu'à cette époque, Francis Bacon, qui est le grand chancelier de la reine Élisabeth, mais qui est aussi un philosophe et un homme de science, de son côté, et de Galilée, bien entendu, lui expérimentateur, on connaît tout ce qu'il a apporté, tous deux introduisent une démarche qui va signer l'entrée d'une expérimentation dirigée, par conséquent, vers une expérimentation de type scientifique. Bacon traduit nettement cette démarche sous la forme suivante. On commence par observer. Alors, on n'observe pas n'importe comment, bien entendu. Là, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. L'observation, elle est toujours un petit peu subjective, on choisit son observation. Et à partir de là, on voit d'un certain nombre de faits, on réfléchit. On organise ces faits, on dit tiens, ça peut s'expliquer de cette manière. Alors il faut tester l'hypothèse que l'on propose, on expérimente. C'est ce que fait Galilée. Et il fait d'ailleurs des vraies expériences, mais il faut bien reconnaître que quand on lit Galilée, il fait aussi des expériences virtuelles, imaginaires. Mais peu importe. L'expérience donne raison à l'explication ou bien n'en donne qu'une partie. Alors on revient vers l'observation, vers les faits. De cette circulation, eh bien, naît un esprit qui est celui de la science.
Descartes, même époque, préconise, comme le faisait d'ailleurs Galilée, il y a des relations étroites bien sûr entre Descartes et Galilée, l'abbé Mersenne qui est un ami de Descartes, qui était traducteur de Galilée, enfin tout ça c'est des gens qui échangent beaucoup, énormément. Il préconise la mesure pour comparer en taille, forme, position et mouvement les objets comme les êtres. Vous voyez donc une méthode qui est introduite. Il invente de nouveaux outils mathématiques. Les mathématiques sont là toujours derrière, bien entendu, permettant la description de phénomènes physiques. Et il écrit « Le corps est une machine qui se remue de soi-même ». C'est l'introduction du mécanisme de l'esprit de la mécanique comme explication des phénomènes vivants. Et alors, au début du traité de l'homme, il fait cette supposition, et là c'est le début, il fait cette supposition, le corps n'est qu'une statue, une machine de terre, que Dieu forme tout exprès pour la rendre la plus semblable à nous, etc. Elle imite les fonctions qui peuvent être imaginées, et tout cela ne procède que de la matière et ne dépend que de la disposition des organes. À la fin du traité, c'est ce qu'il va dire, la conclusion, c'est il n'y a dans le fonctionnement du corps que des éléments matériels, et ceci dépend de la disposition des organes. Bien entendu, Descartes, comme vous le savez, est dualiste, c'est-à-dire que ça, c'est ce qui concerne le corps, mais bien entendu, il y a le côté métaphysique réservé à l'âme. Et vous voyez cette figure tout à fait classique du traité de l'homme de Descartes, où il va imaginer de quelle façon nos sensations sont transmises, ce que nous voyons du monde réel est transmis par l'intermédiaire du cerveau aux effecteurs de mouvements. En 1626, vous voyez que tout ça, c'est très rassemblé, ça va très vite. William Harvey démontre que les mouvements du cœur d'un certain nombre d'animaux, utilisés en expérience, assurent la circulation du sang. Là, il y a une figure qui représente une expérience faite sur l'homme pour montrer que si on interrompt le retour veineux, eh bien les veines vont gonfler sous l'afflux du sang. Mais Harvey, j'aurais pu vous montrer d'autres images, va beaucoup plus loin. Il pratique des transfusions sanguines d'un chien à un autre. Donc une chirurgie expérimentale déjà qui va relativement loin. Alors comme je vous le disais, toute cette période est extrêmement influencée par quoi? Par l'introduction de machines, de véritables machines. Jusqu'à présent, depuis l'Antiquité, qu'est-ce qu'on connaissait comme machine? Le levier, les vis d'Archimède, c'était tout à fait limité. Le moulin, bon. Là, on va voir apparaître maintenant des machines qui vont mesurer le temps, des horloges, avec Huygens par exemple. Et le monde des machines prend une importance considérable à cette époque. Là, je vous ai représenté simplement pour illustration cette machinerie qui maintenant, bien sûr, est mise de côté. Cette machinerie qui animait une horloge dans un clocher d'une église en Hongrie. Alors, il y a un nom qu'il ne faut pas oublier de la même époque, bien entendu, c'est Borelli. Jean-Alphonse Borelli publie, entre autres, le De Motu Animalium, qui paraît un peu après sa mort d'ailleurs, où vous trouvez ce genre de planche. Vous voyez l'homme tel Atlas, là ici, dans la bonne position, sur un pied, et il analyse, en termes de mécanique, de force, de levier, de bras de levier, les conditions d'équilibre de ce sujet. De même, la langue du pic, sujet qui sera repris un certain nombre de fois, est ici étudié, donc il a fait l'anatomie, et il essaie de comprendre le mécanisme qui permet la projection et la force développée par l'extrémité de cet appendice chez cet oiseau qui creuse le bois.
et qui en extrait les larves d'insectes. Là, vous avez aussi des choses tout à fait intéressantes sur les effets de démultiplication des forces en raison de la disposition des muscles de façon segmentaire. Borelli y réunissait les qualités de médecin de la reine de Naples, pardon, la reine de Naples, et de mathématicien. Et il est considéré comme le fondateur de ce qu'on appelle aujourd'hui la biomécanique. Or, ici, sur une de ses planches, il va même beaucoup plus loin. Et à l'époque, c'était assez fréquent. Léonard de Vinci avait déjà fait, mais c'était, comme je vous le disais tout à l'heure, inconnu puisque ça dormait dans ses cahiers. Il allait jusqu'à inventer un sous-marin. Les organes sont considérés comme des outils. Perrault, encore lui, va comparer le mécanisme de rétraction de la griffe des félins et le mécanisme de fonctionnement de la pince des crustacés, des crabes. Alors, des horloges aux automates, il n'y a évidemment qu'un pas. Et c'est ce pas que va franchir Jacques de Vaucanson au début, dans la première moitié du XVIIIe siècle, en inventant des automates. Il va inventer les premières machines automatiques qui vont mimer des fonctions animales. Quelque chose qui correspond à la description que faisait Descartes d'un être vivant. Voilà son fameux canard qui, paraît-il, donc pouvait, sinon digérer, du moins on lui donnait, on l'introduisait de la nourriture et puis au bout, par l'anus, sortait donc le résultat. Alors Vaucanson va donc produire des automates, tous les automates que l'on connaît, les joueurs de flûte, etc., ces automates extraordinaires du XVIIIe siècle, dérivent des travaux de Vaucanson. Et il avait aussi fabriqué un métier à tisser automatique. Et en effet, la production automatique de motifs dans le tissage, n'oublions pas que le tissage c'était une industrie extrêmement importante à cette époque, va conduire au métier de jacquard au début du XIXe siècle. Mais dans cette même époque, les organismes vont s'ouvrir à une autre échelle. Les microscopes de Leeuwenhoek, encore au départ un instrument simplement pour compter les fils chez un drapier, eh bien, ce microscope, c'est ça, vous voyez. C'est vraiment peu de choses. Une lentille, il fallait bien sûr que la lentille soit bien parfaitement polie, avec un petit dispositif qui permet de mettre en face de la lentille un petit objet. Eh bien, ceci va ouvrir l'échelle de l'invisible dans l'étude du monde naturel. Et la production de remarquables travaux. À la fin du XVIIe siècle, par exemple, l'œil de l'abeille, avec les omatidis, ces ocelles élémentaires qui composent l'œil de ces insectes. L'aiguillon du moustique. Vous voyez ces choses tout à fait étonnantes qui apparaissent à la connaissance des hommes. Malpighi, utilisant ce microscope, va décrire les capillaires sanguins. On va découvrir qu'il n'y a pas seulement des artères et des veines, mais qu'entre les deux, il y a toute une arborescence de tout petits vaisseaux, les capillaires. Et il va démontrer de cette façon le passage du courant artériel vers le courant veineux. Il va s'attacher à comparer les foies de différents animaux et il va décrire l'appareil respiratoire du ver à soie. Il va faire l'anatomie du ver à soie. Il va même s'attaquer à l'anatomie microscopique des plantes. Voici par exemple, 1669, la dissection de la larve du ver à soie. Donc, vous voyez
pour l'instant une série de monographies, c'est-à-dire de descriptions extrêmement détaillées de l'anatomie d'une espèce, puis d'une autre, etc. Grou va procéder différemment. Au lieu de faire ce qu'on appelait à l'époque la zootomie, hein, c'est-à-dire l'anatomie des animaux, sous la forme de monographie, eh bien lui va présenter des anatomies d'organes. Et comme vous le voyez ici, le terme anatomie comparée apparaît. Il va comparer des tubes digestifs. Vous voyez, il les figure de façon arbitraire, simple, qui permet une comparaison où se trouve l'estomac, où se trouve l'intestin, etc. D'un certain nombre d'animaux, de mammifères et d'oiseaux. Réaumur, c'est aussi une figure tout à fait caractéristique du XVIIIe siècle et qui va jouer un grand rôle. C'est aussi un mathématicien, un physicien. Ils sont tous mathématiciens et physiciens au départ, ou médecins. Il va passer beaucoup de temps à décrire les insectes, et faire d'ailleurs écrire un ouvrage complet sur la vie des insectes, sur leur reproduction. La reproduction commencera à être étudiée, l'anatomie bien entendu. Il va démontrer la nature animale des coraux, qu'on soupçonnait jusque-là n'être que des végétaux. Il invente le thermomètre au passage, et il va étudier pour la première fois l'action des sucs gastriques en place, le rôle que les sucs gastriques jouent dans la digestion, dans la dégradation des aliments. Tremblay, il faut le citer aussi, car c'est lui qui va, en étudiant cet hydre d'eau douce, cet organisme que finalement il faut vraiment chercher pour le voir, qui vit dans nos eaux douces, il va remarquer cette chose tout à fait étonnante. On peut passer une hydre à la moulinette en quelque sorte, et chacun des fragments va reconstituer une hydre. Capacité de régénération de l'hydre d'eau douce qui va ouvrir tout un champ d'études sur la régénération des organes par des organismes plus complexes. Haller, un grand nom, puisque c'est lui qui va décrire, là voici une version française de l'ouvrage il était suisse, hein, mais il écrivait en allemand, mais il écrivait aussi en français. Il va décrire les propriétés d'irritabilité et de contractilité des ensembles neuromusculaires. C'est tout un champ encore de fonctionnement des organismes qui s'ouvrent. Il veut fonder une anatomie animée, c'est-à-dire ne pas rester au niveau du cadavre, mais s'intéresser au fonctionnement du vivant et aux bases anatomiques de ce fonctionnement. Il introduit un mot important qui va avoir une vie indépendante, si je puis dire, par la suite, c'est le mot évolution. Il va nommer évolution la théorie du développement, car Haller est farouche défenseur d'un développement individuel à partir de germes préformés. Le préformationnisme, c'est toute une discussion au cours du XVIIIe siècle. Est-ce que les êtres simplement viennent d'un germe où il y avait déjà tout présent et puis ensuite ça ne fait que se développer, c'est ce qu'il appelle l'évolution, ou bien est-ce qu'il y a une construction stade par stade, ce qu'on appelait épigénèse. Donc le mot évolution est synonyme de développement pour Haller. Alors c'est l'époque aussi où, bien entendu, les sciences naturelles, l'anatomie de façon générale est très à la mode, et où sciences, esthétique et prestige social vont de pair. Voilà une magnifique présentation de Ruych. Il en a perdu trace, bien entendu. Il avait fait ce genre de choses pour le tsar Pierre le Grand, d'ailleurs, qui avait acheté des collections entières. Et ici, une magnifique pièce qui elle existe toujours dans le bâtiment d'anatomie comparée du muséum.
voyez ces présentations qui sont à la fois scientifiques, esthétiques, et qui évidemment se vendaient fort cher. Et alors les cabinets de curiosité, vous voyez, ils changent de style. Ils deviennent des musées. Ils sont bien rangés. Il ne s'agit pas seulement de montrer la richesse et la profusion. Il y a une table avec quelqu'un qui étudie. C'est la période où vont s'échafauder les principes d'une classification, parce que derrière cette profusion du monde vivant, il faut rechercher un ordre. Autrement dit, de la notion de corps dont nous étions partis, et le nôtre étant pris comme modèle, vous avez vu, c'est généralement le corps humain qui sert de point de départ, de référence, et auquel on veut arriver finalement souvent parce qu'on a comme objectif la thérapeutique. Eh bien, de cette notion de corps, on va passer à la notion d'organisme. On est passé à la notion d'organisme. Qu'est-ce qu'un organisme? C'est un ensemble constitué de parties, et les relations entre ces parties traduisent une organisation. Le mot apparaît au XVIIIe siècle et va avoir une grande importance. La vie elle-même va être définie comme une propriété des êtres doués d'organisation, c'est-à-dire ce qu'on va appeler les êtres organisés. Mais quel critère d'ordre est sous-jacent à la fois à la diversité du monde naturel et à l'organisation, c'est-à-dire les relations entre les parties constitutives d'un organisme. Si les êtres vivants sont organisés, qu'est-ce que l'organisation? Alors on va retomber, comme vous le voyez, dans ce genre de discussion qui anime l'esprit depuis l'Antiquité. Est-ce que c'est simplement un principe que l'homme se fabrique pour essayer de comprendre, ou bien est-ce qu'il y a derrière une réalité? Autrement dit, il faut échapper aux dangers de la scolastique de type médiéval, et pour cela, il va falloir chercher des règles, des invariants, des choses fixes que l'on repère être toujours les mêmes et qui sont générales ou généralisables, et ceci se dégageant de la comparaison. Eh bien, c'est entre 1780 et 1820 que, en reconnaissant les règles de l'organisation, les savants vont introduire une rupture dans l'organisation de la connaissance. Il y a une rupture qui a été qualifiée donc de rupture épistémologique à cette époque. On franchit un pas considérable et c'est, si vous le voulez bien, ce que nous verrons la semaine prochaine.